Bien, merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs et chers confrères. Effectivement, on ne voit rien dans la salle, donc la lumière, j'espère, jaillira aussi sur l'écran. Et je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité une fois de plus, puisque ce n'est pas la première fois que nous nous voyons dans le cadre de vos congrès, du congrès du BTP, pour aborder un sujet qui n'est pas tant en marge de vos journées d'aujourd'hui et de demain et de ces jours-ci, puisque parmi les facteurs de pénibilité se trouvent effectivement les agents chimiques dangereux. Et aujourd'hui encore, le problème des particules nanométriques est un problème difficile, car ce sont des objets, comme vous allez le voir, et comme je vais vous le rappeler, je vous l'ai déjà dit à d'autres reprises, mais je vais reprendre certaines notions, sont des objets qui ne sont pas encore correctement classés dans la réglementation, et en particulier, donc, qui ne font peut-être pas encore l'objet de toute l'attention nécessaire en termes de prévention. Alors, je vais reprendre quelques notions très simple pour replacer un petit peu le contexte, en réutilisant un certain nombre de notions que j'avais déjà utilisées à un précédent congrès du BTP et qui restent, à mon avis, toujours d'actualité. Première diapositive. Donc, une définition extrêmement simple qui n'est pas la définition de l'Union européenne ou la définition de l'ISO, qui est la définition américaine et qui englobe l'ensemble des particules nanométriques, c'est-à-dire toutes les particules dont au moins une des dimensions est inférieure à 100 nanomètres. La suivante. Alors, je vous rappelle aussi que si vous pouvez rester sur cette diapo. Merci. Donc, je ne vais plus toucher à rien. Et je vous laisse le soin de faire le déroulé des diapos. Je vous rappelle juste sur cette diapo un concept extrêmement important et qu'on retrouvera tout au long de la problématique toxicologique et épidémiologique, c'est que ce sont des particules qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de masse. Et vous voyez que pour des particules de 10 microns, par exemple, qui représentent une masse de 520 microgrammes du fait de leur diamètre avec une densité de 1, eh bien, si vous prenez les mêmes particules à 10 nanomètres, eh bien, vous voyez que pour la même masse, vous aurez 1 milliard de particules. Et j'insiste toujours sur cette image, puisque au niveau de la cellule, c'est ce qui se passe. C'est que dans un cas, la cellule voit une particule, dans l'autre cas, elle voit 1 milliard de particules. Et évidemment, tout ça pour la même masse. Et évidemment, la masse étant le concept toxicologique habituel, évidemment, ce concept-là n'a plus aucun sens dans le domaine des particules nanométriques. La suivante. Alors, je rappelle aussi que cette valeur de 100 nanomètres n'est pas sortie du chapeau de façon arbitraire. La suivante, elle a été en fait construite par les chimistes sur la base de la réactivité de la matière en fonction du nombre de la proportion d'atomes en surface des particules. Vous voyez que plus la particule grossit, plus il y a d'atomes sur cette particule et plus la proportion d'atomes en surface diminue, donc moins la réactivité augmente. Et la diapositive suivante montre que c'est effectivement à partir de 100 nanomètres que cette proportion d'atomes en surface va exploser de façon exponentielle et va expliquer toutes les transformations physico-chimiques de la matière. Et ça, c'est le concept des nanoparticules, c'est ce concept des nanomatériaux qui est actuellement utilisé, quelle que soit la chimie de la particule. Donc on passe d'un domaine de chimie classique à un domaine de nanotoxicologie qui va justement intégrer ces nouvelles propriétés de la matière. Et je rappelle, ces 100 nanomètres, c'est les ingénieurs, les chimistes et les physiciens qui l'ont déterminé, mais finalement,
on va reprendre ce concept sur le plan biologique et toxicologique, puisqu'il y a un parallélisme précis entre cette réactivité de surface et les effets biologiques. La suivante. Alors, la suivante, s'il vous plaît, merci. Juste pour vous rappeler un élément essentiel, et en particulier dans le BTP, c'est que les particules nanométriques, vous en avez dans les métiers du BTP, je vais vous montrer quelques exemples, depuis toujours. Et simplement, elles n'ont jamais été prises en compte au niveau des outils de métrologie habituels, puisque la métrologie des particules, en dehors de l'amiante, se fait sur la base de la mesure de la masse. Et donc, effectivement, jusqu'à présent, ces particules nanométriques, issues d'un certain nombre de procédés de travail du BTP, ne vont pas apparaître, en tous les cas, dans les évaluations de risque. Alors, vous avez des origines naturelles, vous avez des origines anthropiques non intentionnelles, et là, on va se retrouver effectivement dans le BTP. Et puis, vous avez, pour une toute petite fraction de ce qui va concerner le BTP, les nouvelles nanoparticules, c'est-à-dire les nanoparticules manufacturées, le dioxyde de titane, les nanotubes de carbone, qui vont être introduits dans les matériaux pour leur donner des propriétés nouvelles. La suivante. On va passer celle-là, s'il vous plaît. Merci. Alors, juste en ce qui concerne les particules non intentionnelles, les particules nanométriques non intentionnelles, celle qui a certainement été, la famille qui a été le plus étudiée actuellement, c'est la famille issue de la combustion des moteurs diesel et qui est en fait un mélange de particules nanométriques de carbone et d'un certain nombre d'éléments chimiques comme des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou des métaux de transition qui vont s'absorber à la surface de ces particules nanométriques. Et je vous rappelle simplement que ces fameuses fumées diesel sont actuellement classées comme cancérogènes certains par le CIRC, donc sur la base à la fois d'études toxicologiques et d'études humaines. La seule chose, c'est que nous n'avons pas actuellement les éléments qui nous permettent de dire quel est dans ce mélange ou quels sont dans ce mélange les éléments qui sont les plus déterminants des effets biologiques. Il est clair que les particules de carbone, ça a été montré sur des modèles expérimentaux, ont certainement une part importante à côté des hydrocarbures aromatiques plus classiques. Suivante. Alors, en fait, dans les grands procédés de travail qui vont générer des particules nanométriques non intentionnelles, on a essentiellement la dégradation thermique, donc les diesels en font partie, mais vous avez aussi les fumées de soudure, etc., tout ce qui va brûler, tout ce qui va se consumer. Vous avez la défragmentation de la matière, et je vous montrerai quelques exemples dans un instant de l'importance que ça peut avoir en termes d'exposition. Et puis, vous avez l'emploi de matériaux qui sont spontanément pulvérulents et à l'intérieur desquels il y a une fraction de particules ultra fines, donc une fraction de particules de moins de 100 nanomètres. La suivante. En ce qui concerne les particules nanométriques, je vous rappelle, il y a deux façons de les fabriquer, où on dégrade la matière jusqu'à obtenir la dimension voulue, ou on construit atome par atome la matière jusqu'à cette même dimension. Dans les deux cas, le choix des atomes est absolument illimité, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie et dans les laboratoires de recherche, tous les jours, de nouvelles nanoparticules manufacturées sont préparées pour des questions et pour des applications de recherche dans un premier temps et pour des applications industrielles dans un deuxième temps. La suivante. Voilà le dioxyde de titane que vous connaissez bien puisque c'est certainement la nano manufacturée qui est la plus représentée dans le BTP. La suivante. Et je vous ai mis un exemple d'une autre particule sur laquelle on reviendra parce que c'est la seule qui actuellement ait fait l'objet d'une classification. Ce sont les nanotubes de carbone. Et tout à l'heure, on parlait des matériaux composites qui remplacent les plaques d'acier dans certaines indications du BTP. Eh bien, dans certains de ces matériaux composites, la charge
en particules est une charge en nanotubes de carbone, car les propriétés des nanotubes de carbone vont permettre aux matériaux composites de se rapprocher des aciers les plus résistants. La suivante. Alors, ici, c'est simplement pour attirer votre attention sur un répertoire qui est préparé par l'INRS et qui est mis à jour régulièrement sur à la fois les utilisateurs et les producteurs de nanomatériaux dans l'industrie, autre que le bâtiment, mais également dans le BTP. Je crois que j'ai une diapositive sur le BTP, la suivante. La voilà, où vous voyez qu'en fonction des matériaux, béton, carrelage, ciment, isolation, etc., on va retrouver un certain nombre de nanomatériaux manufacturés. Donc ceux-là sont mis intentionnellement dans les mélanges. Et en particulier, vous voyez apparaître le dioxyde de titane comme étant certainement le plus fréquemment utilisé. Et je tire toujours votre attention sur les nanotubes de carbone qui, vous allez le voir, sont celles qui nous préoccupent le plus actuellement. La suivante. Alors, je vous ai dit très rapidement qu'une des difficultés que nous avions était la mesure, car la mesure des particules, jusqu'à présent en dehors de l'amiante, était la mesure pondérale. Et je vous ai montré que cette mesure pondérale n'avait plus aucun sens. Donc actuellement, on s'oriente vers des méthodes de mesure par comptage des particules, un peu comme pour les fibres d'amiante, sauf que actuellement, ce sont des méthodes automatisées et qui ne vont pas nécessairement reconnaître la nature chimique de la particule. La suivante. On va passer directement à la suivante et on va aussi également passer celle-là. Voilà, merci. Ceci pour montrer que sur une situation du bâtiment extrêmement fréquente, donc on est sur du béton et on va faire un certain nombre d'opérations de béton qui sont soit de mélanger le béton, soit de percer des trous dans le béton, soit de faire du découpage de béton. Et vous voyez sur le graphique, la partie en bleu représente la proportion de particules nanométriques que vous allez générer par ces opérations. Et en gros, plus l'outil va tourner, plus l'énergie qui va être transférée à la matière est importante, donc plus l'outil va tourner rapidement. Et vous voyez tout en haut le petit cercle le plus important, le plus élevé, vous voyez que les particules sont représentées à plus des 3/4 par des particules nanométriques. Donc ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, ces particules nanométriques existent parfaitement dans le BTP. Autre exemple, la suivante. Autre exemple, ça c'est un procédé technique un petit peu plus sophistiqué, qui est du décapage de peinture au laser. Et là, vous voyez qu'en fonction de l'énergie de la source laser qui est appliquée sur la peinture, eh bien, pareil, vous allez avoir des concentrations de plus en plus élevées de particules nanométriques. Vous voyez que là, on est centré sur entre 50 et 100 nanomètres de diamètre pour ces particules qui sont générées, donc particules non intentionnelles. La suivante. Alors, une des difficultés aussi, je vous ai dit que les méthodes qu'on utilise actuellement sont les méthodes de comptage. Et les méthodes de comptage, elles ne vont pas distinguer les particules manufacturées des particules non intentionnelles de même diamètre. Et là, c'est un exemple qui a été fait justement où on a travaillé sur des matériaux nanostructurés versus des matériaux non nanostructurés avec les mêmes outils. Et la nanostructure étant simplement un revêtement de nanoparticules sur le matériau. Et vous voyez qu'en fait, les techniques actuelles de comptage ne permettent pas de faire la distinction entre les particules non intentionnelles et les particules manufacturées. La suivante. Pour faire cette distinction,
il faut aller plus loin, il faut utiliser un outil supplémentaire qui est la microscopie électronique à transmission analytique. Et c'est la seule qui va pouvoir vous dire que dans cet aérosol, d'une dimension donnée, vous avez effectivement du dioxyde de titane à côté de silicates provenant, par exemple, d'autres composants du matériau. La suivante. Alors, ça, c'était un petit peu pour juste rappeler que, et ça je le répéterai toujours, il faut faire très attention à ne pas distinguer systématiquement les particules nanométriques manufacturées des particules nanométriques non intentionnelles. Et pourquoi il ne faut pas faire cette distinction? Parce que effectivement, sur le plan toxicologique, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, eh bien, qu'elles soient manufacturées ou qu'elles soient non intentionnelles, les déterminants qui vont conduire à des effets toxiques sont les mêmes. La suivante. Juste pour vous rappeler que maintenant nous avons un corpus de données extrêmement important depuis les premières publications dans les années 2000, donc depuis une quinzaine d'années. On a décortiqué les mécanismes d'action de ces particules nanométriques et on peut très bien effectivement analyser ce qui a trait aux effets extracellulaires et ce qui a trait aux effets intracellulaires. Comme nous allons le voir, la taille va être un élément déterminant de ces effets cellulaires, puis de ces effets tissulaires. Juste pour vous dire que le primum novens du mécanisme d'action de ces particules nanométriques, c'est le stress oxydant, qui va être générée à l'intérieur de la cellule. Et quand elle est générée à l'intérieur de la cellule, ça peut être au niveau de la membrane, ça peut être au niveau des mitochondries, et surtout, ça peut être au niveau du noyau, donc avec toutes les conséquences sur l'activation ou l'inhibition d'un certain nombre de gènes de la cellule. La suivante. Alors, bien sûr, en toxicologie, on a tous des systèmes de défense antioxydantes qui sont plus ou moins efficaces. Et je vous rappelle que ça, c'est déterminé génétiquement. Notre capacité à tamponner des stress oxydants est déterminée génétiquement. Et en fait, la réponse tissulaire, elle, donc la réponse de l'organisme, va dépendre d'une part de la dose qui va être délivrée et d'autre part des capacités de défense antioxydantes dont nous disposons individuellement. La suivante. Alors, autre notion importante qu'on a appris ces dernières années, c'est que cette toxicité, elle pouvait être directe, c'est-à-dire liée à l'interaction directe de la particule sur la cellule là où elle est, c'est-à-dire là où elle s'est déposée ou là où elle a été transloquée, là où elle a migré. Mais on a également des effets qui se font à distance de la particule et qui sont liés au fait que l'agression cellulaire va générer des cytokines, va générer des médiateurs de l'inflammation, et c'est ces médiateurs de l'inflammation qui vont être toxiques à distance sur d'autres organes, même si la translocation n'a pas eu lieu. La suivante. Alors, là aussi, pour résumer un petit peu les très nombreuses publications qui existent actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des effets qui sont actuellement consolidés? Bon, les effets respiratoires, stress oxydant, inflammation, fibrose, ça, il n'y a pas de problème, ça a été démontré sur des modèles expérimentaux de façon avec des relations dose-effet qui sont tout à fait convaincantes. Ce qui reste à discuter actuellement, c'est le problème de la génotoxicité et surtout le problème de la cancérogénicité. Je vous ai parlé des diesels en vous disant qu'on ignorait si c'était les HAP ou si c'était les particules de carbone. Mais je vous dirai un mot sur les nanotubes de carbone pour lesquels maintenant on commence à avoir malheureusement un certain nombre d'informations. Un autre élément très important du monde des nanoparticules, c'est l'impact sur le système cardiovasculaire. Et quand on disait particules, jusqu'à présent, on pensait surtout appareil respiratoire. Eh bien non. Que ce soit un mécanisme direct ou que ce soit un mécanisme indirect, l'impact sur le système cardiovasculaire
est un impact extrêmement important. Et là encore, démontré en tous les cas sur des modèles expérimentaux, in vivo, avec un certain nombre d'études expérimentales chez l'homme qui montrent que l'appareil cardiovasculaire répond aussi à une inhalation expérimentale de nanoparticules. Après, vous avez un peu plus de questions sur l'impact sur le système nerveux central, qui est lié probablement à la translocation des particules directement dans le cerveau. Certainement un effet sur le système immunomodulateur et en particulier à la fois dans l'auto-immunité et dans les réactions d'hypersensibilité. Et puis, là où beaucoup de publications sortent actuellement, c'est sur les effets sur les modèles animaux quant à leur reprotoxicité, que ce soit sur l'appareil génital ou que ce soit directement sur le fœtus à travers le passage placentaire. La suivante. Voilà, alors tout ça, c'est des données qui ont été acquises ces dernières années, qui sont bien consolidées. Et très brièvement, parce que je crois que vous avez une réunion un petit peu plus tard, Michel, tu ne m'as pas donné mon timing. Mais très brièvement, les quelques déterminants clés, alors je vais passer rapidement parce que ceux-là, ils ne sont pas nouveaux par rapport à ce que je vous avais déjà dit, donc c'est juste un rappel. La suivante, la taille, le diamètre, donc inférieur à 100 nanomètres, voire moins, et ceci s'explique justement par ces problèmes de dépôt et de passage. Deux exemples, la suivante. Le dépôt, vous voyez à gauche de la courbe des probabilités de déposition, vous voyez que les particules nanométriques se déposent à la fois dans les voies aériennes supérieures, dans les bronches et dans l'alvéole. Donc elles tapissent tout l'appareil respiratoire. La suivante. Du fait de leur taille, elles vont pénétrer dans les cellules. La suivante. Et du fait de leur taille, elles vont passer à travers les barrières biologiques habituelles. Ici, c'est la barrière alvéolo-capillaire, mais on a exactement la même chose pour la barrière hémato-encéphalique, pour la barrière testiculaire et pour la barrière placentaire. La suivante. Un exemple qui a attiré l'attention des chercheurs et qui attire toujours l'attention maintenant des épidémiologistes, c'est le passage direct des particules déposées dans les voies aériennes supérieures à partir du nerf olfactif directement dans le système nerveux central. Et on a des modèles très convaincants chez l'animal qui montrent que, chez le rongeur en tous les cas, on a une activation du système nerveux central avec une réponse inflammatoire indiscutable. La suivante. Deuxième paramètre, c'était la surface. Et la surface, elle est colossale pour une même masse à partir du moment où on est sur des particules nanométriques. Donc cette surface a un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre d'échanger des signaux entre les membranes cellulaires ou les membranes nucléaires ou les protéines, l'ADN, etc. et puis la particule. Alors, bon, je passe sur les mécanismes liés à ces surfaces. La suivante, juste pour vous montrer que, vous voyez, les particules qui sont, pour nous en tous les cas, certainement les plus à risque, ce sont les particules insolubles, qui vont donc pouvoir être internalisées dans la cellule et pouvoir exprimer leurs effets sur la cellule à travers ce qu'on appelle le potentiel zeta, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction de la particule. La suivante. Alors on peut modifier la surface et on peut modifier la toxicité des particules. C'est ce qu'on fait en nanomédecine pour essayer de rendre des particules utiles pour des applications médicales. La suivante. La solubilité, la suivante, elle apparaît juste... La suivante, s'il vous plaît. Elle apparaît juste à un niveau. Certaines de ces particules sont effectivement solubles. Donc on sort de la nanotoxicologie et on revient dans la toxicologie classique, puisque là, ce qui va faire la toxicité de ces particules solubles, c'est les ions qui vont être solubilisés dans
dans le milieu extracellulaire ou le milieu cellulaire. Donc on n'est plus dans le monde des nanos, de la nanotoxicologie, on revient dans la toxicité chimique classique. La suivante. La biopersistance, là c'est une constante. Plus une particule va rester longtemps dans les tissus et plus elle a de chances d'exprimer un effet. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc ça, c'est simplement pour vous dire que quand on va les chercher dans le poumon chez l'homme ou dans d'autres tissus, on les trouve. Ici, c'est un exemple de biopsie pulmonaire dans lequel, effectivement, on a retrouvé une quantité très importante de particules de carbone, probablement issues de la pollution diesel. La suivante. Alors, dernier élément des déterminants toxicologiques, la forme. Et ça vous rappelle quelque chose. On est sur le paradigme de l'effet fibre. Et je vous ai rappelé tout à l'heure qu'une des nanoparticules manufacturées très à la mode actuellement, ce sont les nanotubes de carbone. Mais on est en train de fabriquer d'autres nanotubes faits ou des nanophiles faits avec des matériaux autres que le carbone et qui vont, elles, avoir ces mêmes caractéristiques, c'est-à-dire la longueur, le diamètre, le rapport élongation longueur sur diamètre et la biopersistance. Et malheureusement, ces matériaux vont partager un certain nombre de caractéristiques communes et qui sont celles que vous connaissez pour l'amiante. La suivante, ça c'est un exemple de nanotube de carbone. La suivante, voilà un des problèmes clés de la toxicité de ces particules allongées. C'est que les phagocytes, enfin les macrophages qui sont nos cellules de première ligne de défense, quel que soit l'organe concerné, eh bien, ces cellules ne vont plus être en capacité de faire une phagocytose normale. Donc on va avoir ce qu'on appelle une phagocytose frustrée ou une phagocytose incomplète, avec un relargage dans le milieu extracellulaire de composants toxiques endogènes qui vont faire le lit de la réponse inflammatoire et éventuellement de la réponse cancer. La suivante. Voilà un exemple d'un nanotube de carbone qui ne peut pas être phagocyté par une cellule, là qui en l'occurrence est une cellule épithéliale sur un modèle in vitro. La suivante. Alors là aussi, juste la taille et la forme de ces particules va expliquer aussi un des effets malheureusement observés de ces particules allongées, donc de ces nanotubes de carbone. C'est le fait qu'une particule normale, qui se dépose dans l'appareil respiratoire, va migrer vers la plèvre, c'est une migration normale, va passer dans la cavité pleurale et va être épurée par le système lymphatique de la plèvre pariétale. C'est le système normal de défense de la cavité pleurale avec les particules insolubles. La suivante. Or, ce qui va se passer avec des particules allongées, que ce soit des nanotubes de carbone ou que ce soit des fibres d'amiante, c'est que l'épuration lymphatique de la plèvre pariétale est bloquée parce que les particules sont trop grandes pour rentrer dans les capillaires lymphatiques et de ce fait va se créer quelque chose que vous connaissez très bien, la suivante, qui est ici sur les deux diapositives de droite, la constitution d'une plaque pleurale. Et cette plaque pleurale a été induite non pas par de l'amiante, mais par des nanotubes de carbone. Et elle a toutes les caractéristiques des plaques pleurales qu'on connaît pour l'amiante. La suivante. Et malheureusement, qui dit inflammation dit fibrose, et qui dit inflammation et fibrose dit aussi possibilité de cancer. Et pour terminer, ces nanotubes de carbone, malheureusement, effectivement, quand on les dépose directement, soit dans la cavité péritonéale, soit dans la cavité pleurale, sont capables d'induire, elles aussi, des mésothéliomes. Et là, maintenant, on commence à avoir un recul suffisant pour démontrer que, in situ, la présence de nanotubes de carbone est capable de générer des mésothéliomes. La suivante.
Bon, on va passer sur celle-là, la suivante, s'il vous plaît. Voilà, et les constats qui ont été faits pour les nanotubes de carbone ont amené le Centre international de recherche contre le cancer à classer pour la première fois une nanoparticule qui est donc ce qu'on appelle les nanotubes de carbone multiparois. Ce sont ceux qui sont les plus rigides et qui donc sont vraisemblablement les plus dangereux. Et donc ces nanotubes de carbone multiparois sont maintenant classés dans le groupe 2B du CIRC. Alors 2B, c'est-à-dire cancérogène possible, sur la base des études expérimentales dont je viens de vous montrer quelques exemples, et qui ne sont qu'en 2B, car ce sont des études en instillation qui ont été réalisées à ce jour, et pas des études en inhalation. Donc ceci explique que les particules ne soient qu'en 2B et non pas en 2A. Mais c'est déjà quand même un résultat absolument essentiel. La suivante. Alors pour conclure, juste de façon très très condensée, tout ce que je vous ai dit provient pour l'essentiel de l'expérimentation in vitro ou in vivo, avec des relations dose-effet, avec donc des modèles très variables qui peuvent être de l'injection intratrachéale, de l'inhalation, de l'instillation intracavitaire. Et il est clair aujourd'hui que tous les signaux sont au rouge en ce qui concerne les modèles expérimentaux. Donc, des études reproductibles, des mécanismes bien identifiés, cohérents, et avec également une notion extrêmement importante, c'est que vous avez vu dans les déterminants dont je vous ai parlé, je ne vous ai pas parlé de chimie. Les déterminants, ce sont essentiellement des déterminants physiques. C'est-à-dire qu'il s'agisse de dioxyde de titane ou d'oxyde de cérium ou de particules d'argent, ce qui va être l'élément clé, ce n'est pas la nature chimique de l'atome, c'est la forme de la particule. Et donc, tout ce que je dis est parfaitement valable également pour les particules nanométriques non intentionnelles. Donc, et vous avez vu qu'on va en générer un nombre qui peut être important en fonction des techniques utilisées dans le BTP. La suivante. En revanche, actuellement, il n'y a pas de données chez l'homme, en tous les cas pour les particules manufacturées, parce que le recul épidémiologique est beaucoup trop faible. Les premières applications industrielles, c'est la fin des années 90, et que pour arriver à démontrer un effet en population, surtout des effets un peu chroniques du style fibrose, a fortiori cancer, vous savez qu'il faut au moins 50 ans d'observation des populations pour pouvoir avoir une réponse et pouvoir analyser la réponse. Donc aujourd'hui, il y a des cohortes qui sont dans le monde, et en France en particulier, mises en place, mais ces cohortes sont simplement le début du suivi, et bien entendu, on n'a aucune réponse actuellement sur un effet quelconque, puisque c'est beaucoup trop tôt. Les seules données disponibles épidémiologiques qu'on a actuellement, je vous ai cité le domaine des particules diesel, enfin des fumées diesel. On peut aussi parler des particules ultra fines de la pollution atmosphérique. Là, on a des données épidémiologiques maintenant, où on peut parler aussi des fumées de soudure. On a des données épidémiologiques, mais on ne sait pas quelle est la contribution respective des différents composants du mélange. Donc, c'est difficile actuellement d'extrapoler les résultats épidémiologiques des particules non intentionnelles à ce qui nous attend pour des particules intentionnelles. Et c'est pour ça que la conclusion en termes chez l'homme, c'est que nous n'avons pas d'éléments qui permettent d'affirmer qu'il y a un risque pour la population exposée. Les seules données qui sont disponibles sont les données expérimentales. La suivante.
Et je terminerai par cette diapositive qui est une diapositive qui nous rappelle d'autres polluants qui ont été, enfin d'autres produits ou chimiques en particulier qui ont été utilisés autrefois. C'est toute la discussion et tout le débat que vous avez vraisemblablement, auquel vous avez vraisemblablement été associé ou vous avez vu un peu ces débats en France sur les nanomatériaux et sur les nanoparticules. Faut-il les garder? Faut-il les interdire? Et avec cet exemple concernant les nanotubes de carbone, je vous ai dit sur un plan expérimental, ce sont probablement pour nous les plus inquiétantes car on a généré des mésothéliums avec ces nanotubes de carbone chez l'animal. Et en revanche, ce sont effectivement d'excellents vecteurs de chimiothérapie en particulier, qui sont capables justement de passer les barrières, et en particulier la barrière hémato-encéphalique, et qui sont capables donc d'apporter un bénéfice thérapeutique important pour quelqu'un qui a une tumeur du système nerveux central, très difficile à traiter par les chimiothérapies conventionnelles. Donc voilà, le débat de la société est aujourd'hui celui-là. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde, on ne garde pas, et dans quelles conditions? Bien entendu, la vérité est au milieu, mais elle est toujours difficile à faire passer. Et ça, je pense que c'est un autre métier de médecin du travail, justement, de s'y appliquer. Je vous remercie. Je pense, Michel, qu'on a pris beaucoup de retard, je suis désolé. Donc je te laisse le soin de conclure. Est-ce qu'il y a des questions justement à M. Brochard? On ne voit rien. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur la protection respiratoire que vous pourriez préconiser vis-à-vis de ces nanoparticules. Alors, merci. Ça, c'est une question très importante. Et là, je vous renvoie sur les travaux très, très pertinents de l'INRS. L'INRS a fait un gros effort de préparation d'une base documentaire importante pour les médecins du travail et pour les préventeurs en général, et en particulier sur tout ce qui est système de filtration, parce que vous avez, peut-être je suis passé un petit peu vite, mais finalement, paradoxalement, les particules nanométriques ne sont pas les plus difficiles à arrêter. Et donc, avec des systèmes de filtration relativement peu sophistiqués, on peut avoir une efficacité extrêmement importante, à condition bien sûr, et là on est toujours dans l'éternel problème des appareils filtrants, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des visages, parce que là par contre, ce sont des particules qui sont tellement petites que évidemment, s'il y a la moindre fuite au niveau du visage, vous allez avoir une exposition. En revanche, l'efficacité des pièces filtrantes est une efficacité qui est très performante, et donc alors je vous renvoie à la littérature sur l'INRS, elle est très bien faite, elle est très complète, et vous avez toutes les caractéristiques techniques sur à la fois les aspirations, ventilation spécifiques pour les nanomatériaux, et puis sur les protections individuelles. On a peut-être le temps pour une deuxième question. Très bien. À l'INRS, c'est Myriam Rico qui est l'ingénieur chargé de ce dossier. Vous pouvez la contacter ou aller sur le site de l'INRS. Il est très bien fait.